Bonjour à tous, chers auditeurs, c'est moi Enzo, responsable du suivi de la saison culturelle de Dîner Agglomération. Si vous voulez un rappel de ce que c'est, vous pouvez cliquer sur le i. Et avant de commencer l'émission sur Miniature Française, voici un petit récap des 2 derniers spectacles que j'ai pas pu couvrir manque de temps. Tout d'abord, Mort au rat, par l'association des Clous, à Solenval le dimanche 5 mars à 16h30. Mort au rat, c'est un clown à penser. Quand une mère se bat pour la vie de son enfant, elle est capable de déployer la cape du plus grand des grands héros. Cette maman clown a des jambes de 2 mètres de long, les dents pourries et un frigo comme seul compagnon de route. Elle se plie en 4 pour accomplir les défis les plus absurdes. Sort son sac de boxeuse pour entamer le combat. S'arme du rire pour panser les balafres. Un époustouflant tour de force qui frappe fort. Alors ça, c'était Mort au rat, représenté le 5 mars à Solenval. Enfin, avant d'attaquer le vif du sujet, Miniature Française, voici une petite présentation de la petite messe solennelle de Rossini par la coopérative, sorte d'objet musical non identifié. Bon Dieu, la voilà terminée cette pauvre petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire ou de la sacrée musique ? Écrit Rossini en 1864. Alliance subtile du sacré et du profane, la petite messe s'installe dans un bric-à-brac excentrique pour une cérémonie grandiose. Les 8 chanteurs, 2 musiciens et le chef d'orchestre jouent de toutes ces contradictions avec truculence. Le déballage virtuose de cette œuvre emblématique frise ici le burlesque tout en délicatesse. Une drôle de petite messe audacieuse et insolite. La petite messe solennelle était représentée le dimanche 12 mars à Solenval à 16h30. Miniature Française, Hugues Borsarello et l'Orchestre National de Bretagne étaient représentés le vendredi 24 mars au Théâtre des Jacobins à 20h30. Hugues Borsarello Airline, c'est un périple de plusieurs siècles imaginé par le violoniste Hugues Borsarello pour son nouvel album enregistré en compagnie de l'Orchestre National de Bretagne. Une réelle pérégrination hors du commun qui explore les plus belles pages de la musique française depuis l'époque baroque jusqu'à aujourd'hui. Une réelle envolée virtuose. Retrouvez une conférence réalisée par Hugues Borsarello avant le spectacle, enregistrée par nos camarades du journal LFE News, et ensuite quelques extraits du concert. Alors c'est dommage que c'est vrai qu'on était dans une configuration un peu spéciale où effectivement les partitions sont en bas, nous on était en haut comme ça. Vous avez vu d'ailleurs pendant la répétition, j'ai commencé sans le podium, parce que comme je suis grand, j'aime pas trop être trop haut et j'ai l'impression d'avoir moins de contact avec les musiciens. Et vous l'avez senti quand si j'ai fait trop haut, forcément quand vous devez faire les allers-retours entre la partition, votre instrument, la main gauche et le chef, c'est moins évident. Alors ce qu'on fait souvent, quand il y a un certain nombre, notamment pour les instruments à cordes, qui est quand même le groupe le plus étalé, on peut mettre des petites estrades, mais pour les musiciens, il y a certaines salles qui sont construites comme ça, où l'orchestre est un peu sur une espèce de terrasse comme ça, vous avez un groupe au milieu, puis des bordures, et ça permet au chef d'être vraiment au niveau le plus bas de la scène, que tout le monde voit. Là malheureusement, comme c'est un théâtre un peu polyvalent, donc c'est pas fait exactement uniquement pour la musique, donc on est un peu obligé de bricoler, et on ne pouvait pas rehausser les musiciens des derniers rangs, notamment les violonistes, donc du coup j'ai dû remonter sur mon podium. Voilà. Mais c'était la raison pour laquelle on a changé en cours de route, parce que c'est vrai que je sens toujours un meilleur contact, et surtout quand il y a des solistes aussi. Moi j'aime bien être très près, parce que... Surtout quand le soliste est petit. Alors ça je sais pas, mais... Oui, ça fait en plus les Dalton, c'est deux, ouais. Non mais c'est vrai que le contact visuel, il est très important, et puis il est aussi important pour les choses qu'on fait un peu spontanément, parce que quand on répète, comme vous l'avez fait aujourd'hui avec Hugues, voilà, on cale certaines choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on décide de faire un peu comme ça, soit parce qu'il y a des accidents et on rattrape les accidents, ça nous est tous arrivé, et ça arrive même avec
bons orchestres, qu'il y a on va dire des incidents ou des accidents. Et donc c'est ça aussi le rôle du chef d'orchestre, c'est de lier tout ça. Vous avez vu peut-être dans la répétition, il y avait un moment aussi où il y avait un duo entre la clarinette et le violon solo, et c'était pas très ensemble. Et on a essayé de trouver une solution, parce que le problème, en l'occurrence, c'est pas que la clarinette ne savait pas ce qu'elle devait jouer, voilà, mais c'est qu'elle n'entendait pas bien. Et donc, on a réglé le problème de balance, donc on a fait baisser l'accompagnement. Elle, on lui a fait aussi faire une nuance qui faisait qu'elle pouvait jouer tout en entendant mieux le soliste. Donc c'est des choses comme ça. On a l'impression que les distances ne sont pas très grandes, et pourtant, même voilà, avec quelques rangs de musiciens, il y a déjà une perception très différente. Vous avez bien vu, quand on a les violoncelles d'un côté, quand vous faites les premiers violons de l'autre, c'est moins confortable que quand on est tous ensemble dans une salle, voilà, où on s'entend bien et où on se voit bien. Donc ça, on fait un peu du jonglage avec les conditions. Voilà, le théâtre ici il est très différent du lieu où on a répété à Rennes. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait une petite répétition sur place toujours. Quand un orchestre va en tournée, on change de salle, on le fait, c'est à la fois pour se chauffer et puis aussi pour apprivoiser le lieu où on joue. Vous êtes le chef d'orchestre tout le temps pour un orchestre national? Pas du tout, non. Je suis chef d'un autre orchestre qui est à Paris, qui s'appelle l'Orchestre Amoureux. Et donc ça prend une partie du temps, mais pas tout le temps, parce que on a tous, les chefs d'orchestre, même quand on est attaché à un ou plusieurs orchestres, on ne le fait pas toutes les semaines. Déjà parce que les journées font 24 heures, les semaines font 7 jours, et les mois, là, donc ce serait impossible de dédier tout son temps à un seul groupe. Et puis aussi parce que c'est plus intéressant pour tout le monde d'avoir une variété. Si on jouait tout le temps tous ensemble, c'est pas qu'il y a une lassitude, parce que vous savez bien, vous qui êtes musicien, la musique c'est jamais pareil, et à partir du moment où surtout on joue pas seul, c'est-à-dire à partir du duo jusqu'à l'orchestre, il y a des choses imprévues, bonnes ou mauvaises, mais la plupart du temps des bonnes choses qui se passent et qui sont jamais les mêmes. Donc ça, c'est vrai que c'est la particularité de l'orchestre, c'est que ces choses-là sont d'autant plus importantes qu'il y a un nombre de musiciens grand. Là, on a une quarantaine de musiciens, mais il peut y avoir un orchestre avec 100, 120, voilà. Mais si en interlocuteur, vous avez toujours le même chef d'orchestre, c'est aussi un peu se priver d'autres rencontres. Donc c'est pour ça que les orchestres ont généralement une ou un chef d'orchestre attitré qui fait un plus grand nombre de concerts, mais il y a aussi des invités. Et de même pour nous les chefs d'orchestre, on a beaucoup de plaisir aussi à aller faire des choses avec différents groupes. Alors du coup, ça fait que des fois, il m'arrive de faire la même musique, la même symphonie par exemple de Beethoven, une semaine sur l'autre avec un orchestre complètement différent. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que tout ce que vous avez préparé avec l'orchestre A ne va pas forcément répondre aux besoins de l'orchestre B. Et donc, vous n'allez pas avoir forcément le même résultat. Et à l'inverse, vous refaites la même symphonie avec l'orchestre A, s'il y a 2 concerts le lendemain, ça va être différent. Et a fortiori, si vous le refaites l'année d'après, ça c'est aussi quelque chose qu'on prend en considération quand on est attaché à un orchestre, c'est qu'on choisit aussi des morceaux pour construire un peu le répertoire et puis la relation qu'on a avec l'orchestre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très différent quand le chef est attaché à l'orchestre ou quand il est invité. Parce que quand vous êtes invité, on vous propose des choses, il y a un dialogue, mais quand vous êtes le ou la directrice artistique de l'orchestre, c'est vous qui proposez ces choses-là. Donc on a plus de possibilités de choix. Voilà. Donc c'est un joyeux mélange, voilà, entre des choses très régulières et puis des choses complètement nouvelles. Du coup. Et vous, personnellement, vous en êtes arrivé comment ici, à ce stade-là de votre carrière? Comment on est arrivé là? Oui, par quel moyen vous êtes passé, enfin, vous avez fait quoi? C'est ça. Alors, on a des profils très différents, parce qu'on a un petit jour en commun.
c'est qu'on a tous les deux fait partie pendant 15 ans d'orchestre. Ouais. Moi un peu moins, 10 ans je crois. Mais voilà, on vient tous les deux d'orchestre permanent. Et après, Adrien a décidé de partir de l'orchestre pour devenir chef d'orchestre. Et moi j'ai décidé de partir des orchestres pour jouer comme ça en soliste avec des orchestres, mais aussi beaucoup en musique de chambre, en sonate. En gros, pour avoir des projets personnels en fait. On peut le dire comme ça, je ne dis pas comme dans l'orchestre on n'a pas de projet, mais on s'inscrit dans le projet global de tout le monde. Puis c'est très chronophage aussi, bien sûr. Ça prend, enfin, jouer dans un orchestre, là, les musiciens de l'Orchestre national de Bretagne, pour le coup, eux, ils travaillent toutes les semaines. Voilà, des chefs différents. Différents chefs, différents programmes et tout. Ils jouent à l'opéra, donc c'est aussi un boulot qui est très prenant. Et effectivement, jouer en soliste ou diriger, on peut le faire comme hobby, comme des gens travaillent dans une entreprise et puis le dimanche ils jouent d'un instrument ou ils vont à la pêche ou ils construisent des maquettes de bateaux. Mais si on veut le faire à niveau professionnel, il faut y consacrer le temps qu'il faut. Donc c'est pour ça que l'un et l'autre on a arrêté aussi notre métier de musicien d'orchestre pour se consacrer à ça parce que, comme je disais tout à l'heure, les journées font 24 heures, les semaines 7 jours, etc. Je voudrais vous poser la question, à quel âge vous avez commencé la musique et dans quel cadre? Vous étiez déjà dans une famille de musiciens? On a ça tous les deux en commun. On a commencé très jeune dans une famille de musiciens. Ouais, On a commencé à Mais c'est 4 pas ans. obligé. c'est pas obligé. Ben non, parce que. C'est triste. C'est pas Oui, obligé, oui, oui. c'est triste. Ouais. C'est ça que je dis, c'est des choses qu'on a en commun, parce que ça aurait pu ne pas être le cas. Et moi, par exemple, qui ai commencé la musique jeune aussi, pour le coup, j'ai commencé avec le piano, après j'ai fait du basson. Et là, il s'est dit, non. Ouais, je me suis dit, non, mais typiquement, c'est ni le piano ni le basson sont les choses que je fais professionnellement dans ma vie de musicien. Ça a servi à se former et à évoluer et à apprendre, mais je suis devenu percussionniste, mais j'ai commencé à 13 ans, donc c'est pas forcément au berceau non plus dans le biberon. Et chef d'orchestre, ça à plus forte raison, c'est quelque chose qu'on peut recommencer, c'est vraiment de 7 à 77 ans, c'est comme Tintin, ou le Trivial Poursuite. Il n'y a pas de règle. Après, tout ce qu'on fait, ça c'est la leçon qu'on peut prendre, nous qui sommes déjà des vieux, et qui avons été à votre place dans le conservatoire, et à faire ça en parallèle de l'école aussi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas anodin aussi, de trouver le temps, et puis de se concentrer sur la musique et sur l'instrument. C'est quelque chose qui des fois même paraît un peu dur et contraignant, surtout quand on a vos âges. Moi le premier. Mais après, tout ce qu'on fait, en fait, on le capitalise dans sa vie, donc c'est du bonus. Donc si vous avez l'impression que dans votre vie de musicien, vous avez envie de faire autre chose que l'instrument que vous êtes en train de faire, mais que vous voudriez faire, je sais pas, de la batterie, mais il n'y a pas vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas c'est toute autre chose. Tout ce que vous êtes en train de faire sur la musique, de toute façon, ça vous servira, ce sera dans votre bagage de musicien et puis comme personne aussi, parce qu'on apprécie bien aussi la musique et les arts aussi quand on connaît un peu comment c'est fait. Ça, c'est aussi quelque chose de plaisant.